Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir 3 livres qui, j'ai pas peur de le dire, ont changé, ont transformé mon idée de l'amour, mon idée de Dieu, mon idée de la justice et surtout ma perception des hommes. Quand je dis homme, c'est le genre humain. Je vais pas blablater plus longtemps. Si j'ai un peu de chance, vous ne connaîtrez pas tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, ou peut-être que vous les connaissez de nom mais que vous n'avez jamais encore eu le déclic pour les lire, et peut-être que cette vidéo sera le déclic, je l'espère. Mais laissez-moi vous présenter 3 livres que vous devez absolument lire avant de mourir. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il peut vous faire peur en raison de sa longueur, mais je vous promets que le jeu en vaut la chandelle. Les frères Karamazov de Dostoïevski. C'est le dernier roman que Dostoïevski a écrit avant sa mort. C'est vraiment un beau roman. Alors c'est très compliqué de parler de ce roman parce qu'on a l'impression que quoi qu'on dise, ce sera jamais à la hauteur de ce qui est à l'intérieur. Tout simplement parce que c'est un roman très complexe avec des personnages très profonds, très réfléchis. Et ce qui est vraiment intéressant avec l'auteur, donc Dostoïevski, c'est que ces personnages semblent toujours être un peu au bord de la folie. Vu le titre, vous vous doutez, le roman parle des frères Karamazov. Ce sont 3 frères, donc on a Dimitri, Ivan et Alyosha. Et ce qui m'a vraiment marqué avec ce roman, c'est que je me suis rendu compte que les 3 frères incarnent 3 idées et 3 façons d'être. Les 3 frères ont un père qui s'appelle Fyodor Pavlovitch et les 3 frères le détestent plus ou moins. C'est un homme bête, c'est un homme méchant, c'est un homme cruel. Vraiment, il a rien pour lui. Et en plus, il n'aime pas ses enfants. Le plus grand des 3 frères, donc Dimitri, c'est un homme passionné, c'est un homme qui est très impulsif et il est toujours guidé par ses désirs. Dimitri déteste son père parce qu'il trouve que c'est un être vil, que c'est un être immoral, et en plus les deux sont des rivaux parce qu'ils aiment la même femme. Dimitri pour moi représente vraiment l'homme porté par son instinct, par ses désirs, mais il a toujours un conflit intérieur parce que c'est aussi un homme qui a un sens aigu de l'honneur. En gros, pour faire court, son cœur et sa raison ne veulent pas la même chose et donc il y a toujours un conflit qui se passe à l'intérieur de lui. Le deuxième frère, donc le second, c'est Ivan, mon personnage préféré. C'est l'intellectuel du trio. C'est l'homme qui représente la raison, l'esprit critique et le doute intellectuel. Mais surtout, ce qu'il faut savoir avec Ivan, c'est que c'est un homme qui rejette la religion, qui rejette l'idée de Dieu. Il est athée, il ne croit pas en Dieu. Tout simplement, pour lui, si Dieu existait réellement, du moins un Dieu bon, il n'y aurait pas tant de misère, il n'y aurait pas tant d'innocents qui souffrent, notamment les enfants. Et donc pour lui, c'est pas cohérent. En fait, c'est un personnage qui est vraiment profondément perturbé par tout le mal, par toute la souffrance qui existe dans le monde, et c'est vraiment quelque chose qui le ronge constamment. Et donc il ne comprend pas comment on peut encore croire en Dieu. Alors il va sans dire que Ivan lui aussi à son tour déteste son père. Pour lui, son père, encore une fois, est un être vil. Il rejette vraiment les valeurs morales qu'il incarne et tout simplement pour lui, son père, c'est l'incarnation du mal. Et c'est vraiment un personnage qui m'émeut et c'est vraiment... De tous les personnages du livre, c'est vraiment celui que je préfère et celui que j'aime et celui à qui on peut, je pense, le plus facilement s'identifier. Bon, ça dépend. Et souvent dans le livre, il va y avoir des pages et des pages où il est en train de monologuer ou parfois il est en train de discuter avec quelqu'un. On pourrait croire que ça pourrait très facilement nous ennuyer parce que lire sur 3, 4, 5, 6 pages le discours d'un seul personnage, ça peut paraître un peu too much. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Honnêtement, si tout le livre constituait un monologue d'Ivan, je l'aurais lu avec plaisir. Ce personnage incarne en fait vraiment le rationalisme poussé à son paroxysme et il rejette catégoriquement toute solution religieuse quand ça concerne la souffrance humaine. Et maintenant, le troisième frère, le cadet, Alexei, aussi dit Alyosha dans le livre. Ce personnage, je l'adore
presque tout autant que Ivan. Alyosha incarne l'idée de la foi, de la spiritualité et surtout de la dévotion. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point les trois frères sont complètement différents et pourtant ils ont tous quelque chose en commun. Je vous laisserai découvrir ça dans le livre. Et pour vous en dire un petit peu plus sur Alyosha, c'est quelqu'un de très pur, c'est quelqu'un de très pieux et c'est quelqu'un surtout qui est très influencé par la religion orthodoxe russe. Alyosha, il aspire à une vie de dévotion, de sacrifice, mais surtout il cherche à apporter la rédemption et la paix intérieure. Alyosha, lui, il est un petit peu plus en paix avec son père comparé à ses deux grands frères parce que sa vie est marquée par l'amour de son prochain et surtout par la volonté de pardonner et ce malgré les mauvais actes. Et d'ailleurs dans la famille c'est toujours celui qui cherche à réconcilier tout le monde, il cherche à leur apporter un amour chrétien, ce qui contraste vraiment du coup avec les trois autres personnages, le père inclus. Donc Alexei représente la foi inébranlable et l'amour pur tout simplement. Donc maintenant que j'ai fini de présenter ces trois personnages, bien évidemment on apprend à les connaître justement avec tout ce que je viens de vous décrire, mais il y a quelque chose de très grave qui va se passer et c'est là justement que les trois frères et leurs convictions sont mises à l'épreuve. Les trois frères sont vraiment les archétypes de trois voies différentes de l'existence humaine. Je suis absolument certaine que vous vous reconnaîtrez dans au moins un des frères et quand ce sera le cas, je vous promets qu'il vous donnera matière à réfléchir. Alors, le deuxième livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est vrai que c'est pas assez diversifié, je le reconnais, mais je vous jure que je pouvais pas faire autrement, il fallait absolument que je vous parle de ce livre. C'est encore une fois un livre de Dostoïevski qui s'appelle Crime et Châtiment. Celui-ci, peut-être que vous en avez plus entendu parler de nom que les frères Karamazov. Et ce livre, comme pratiquement tout ce qu'il écrit d'ailleurs Dostoïevski, mais ce livre particulièrement, il est très fort. C'est l'un des romans de Dostoïevski les plus connus mondialement. C'est vraiment considéré comme un chef-d'œuvre et quand je l'ai lu, j'ai compris. Alors ce qui se passe c'est que le livre suit le personnage principal. C'est un étudiant en droit et c'est un étudiant qui est très pauvre. Il vit vraiment dans la misère la plus profonde. Il a un appartement dont on dit que ça a plus la taille d'un placard que d'une chambre. En plus d'avoir des problèmes financiers, il a aussi des problèmes psychologiques dans le sens où il a des idées psychologiques et sociales assez radicales. Il se considère comme supérieur aux autres, il se considère être extraordinaire et surtout il se considère être capable de transgresser les lois morales et sociales pour accomplir un but supérieur. D'ailleurs c'est ce qu'il va dire plusieurs fois dans le roman. Il va dire que des hommes grands par exemple comme Napoléon ont le droit de commettre des crimes atroces si ils poursuivent des buts nobles. Ce qui se passe c'est qu'il va commettre donc un meurtre. C'est pas vraiment un spoiler, c'est ce qui se passe littéralement dans les premières pages du livre et c'est là que commence justement l'histoire. Il va donc tuer une femme qu'il considère comme être un petit peu inutile parce qu'elle est bête, parce qu'elle est très avare et parce qu'elle est méchante pour voler son argent et pouvoir donc mieux vivre et atteindre ses objectifs dans la vie. Il n'arrive pas à voler cet argent. Les choses se compliquent très vite pour lui. Tout le roman ensuite se passe autour de ce personnage qui vient de commettre un meurtre et on assiste littéralement à sa descente aux enfers. Il doit donc lutter avec les conséquences de ses actes et en même temps il doit subir donc les conséquences psychologique de ce qu'il a fait. Il essaye tant bien que mal de justifier, de se trouver des excuses, des raisons de pourquoi il a fait ça et pourquoi il avait le droit de le faire, mais le poids de la culpabilité l'écrase littéralement. En fait, je dirais que le point central de Crime et Châtiment, c'est vraiment la culpabilité et la rédemption. Parce qu'on assiste vraiment à la lutte intérieure donc du personnage principal après avoir commis ce double meurtre. Le roman aborde vraiment de manière très profonde la manière dont la culpabilité peut affecter l'esprit et le corps humain, conduisant parfois jusqu'à la folie, la paranoïa et la souffrance. C'est vraiment un roman merveilleux et je vous conseille de le lire. Le troisième roman, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. J'adore les livres qui me marquent parce que sinon je vois pas l'intérêt de lire, très honnêtement. C'est un classique de la littérature anglaise et le roman aborde des sujets tels que l'injustice. Ça me donne envie de pleurer, ne serait-ce que d'y penser parce que l'histoire est vraiment horrible.
Alors l'histoire se déroule dans une petite ville, de ce que j'ai compris fictive, dans le sud des États-Unis. Et ce qui est un petit peu surprenant, c'est que l'histoire se déroule du point de vue d'une petite fille donc de 6 ans qui s'appelle Scout ou Scout, je sais pas comment vous l'appelez, qui a donc un frère qui s'appelle Jem et elle a un papa qui s'appelle Atticus Finch et c'est un avocat, donc il a 2 enfants et c'est vraiment un avocat très respecté dans cette petite ville. Leur vie sera bouleversée par une affaire judiciaire dans laquelle le papa donc de Scout, l'avocat, sera impliqué et cette affaire elle est terriblement injuste. L'histoire se passe durant la Grande Dépression aux États-Unis. Pas besoin de vous parler des tensions raciales qui traversent la société. Ce qui se passe, c'est qu'une femme blanche accuse un homme noir de l'avoir violée. L'homme noir s'appelle Tom Robinson et la femme s'appelait Mayela Ewell. Bob Ewell, donc le papa de Mayela, porte plainte contre Tom Robinson pour avoir violé sa fille, sachant que Bob est un père très violent et très alcoolique. Il porte plainte, mais les preuves sont formelles. Tom n'a pas violé Mayela. À cette période, un homme noir qui est accusé par une femme blanche d'un viol, c'est très délicat. Atticus, donc l'avocat, accepte de défendre Tom Robinson malgré les tensions et malgré les menaces qu'il reçoit de la part des habitants de sa ville. Atticus, il est brillant et il mène vraiment ce procès d'une manière extraordinaire et il réussit à prouver littéralement par A plus B que cet homme n'a pas pu violer Mayela. Mais les jurys, composés uniquement de personnes blanches, reconnaissent Tom Robinson coupable du viol de Mayela. C'est un roman qui est vraiment très triste, mais qui est vraiment très important. Je pense que tout le monde devrait lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Surtout, ce que je trouve super beau, c'est que c'est vraiment raconté du point de vue, donc encore une fois, d'une petite fille de 6 ans. Et en fait, on voit à quel point elle est si innocente et à quel point elle ne comprend pas en fait ce qui se passe autour d'elle. J'ai un peu la voix qui tremble quand je parle de ce roman. Lisez ce roman, il est vraiment très beau. Ça instruit beaucoup et si vous lisez et qu'il vous plaît, n'hésitez pas à le conseiller à d'autres personnes autour de vous. Les gens seraient peut-être un petit peu moins bêtes s'ils lisaient les bons romans.